Adam Warlock s'apprête à faire sa grande entrée dans le MCU dans les Gardiens de la Galaxie 3. Évidemment, la version qu'on y verra ne sera pas 100% accurate à sa version des comic books. Et c'est normal, ses origines sont assez spéciales. Alors je vais pas vous raconter toute l'histoire d'Adam Warlock, de sa création à nos jours. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des 3 grandes étapes clés dans l'histoire d'Adam Warlock et des 3 créateurs qui y correspondent. Et la manière dont ils ont réussi à raconter, malgré Marvel, leurs histoires à eux. L'histoire d'Adam Warlock commence par une discussion entre 2 des plus grands artistes de tous les temps, Jack Kirby et Steve Ditko. D'un côté, Kirby, le créateur de Captain America, Hulk, Thor, Iron Man, les X-Men. De l'autre, Steve Ditko, créateur de Spider-Man et Doctor Strange. Steve Ditko parlait pas mal à Kirby d'une certaine Ayn Rand. Il adorait ses livres et sa philosophie de l'objectivisme. Alors je vais pas expliquer en détail les livres, il n'y a même pas de super-héros à l'intérieur, mais voici une courte citation. La société la plus productive est une société dans laquelle la plus grande contribution de l'homme vient de son travail pour son propre intérêt rationnel. Parvenir à son propre bonheur est le plus grand but moral. Pour Jack Kirby, qui est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, c'est assez stupide. Mais il va pas simplement le lui dire, il va faire ce qu'il fait de mieux, créer des personnages. Il va donc illustrer 2 numéros des Fantastic Four et créer Adam Warlock pour prouver un point. On y retrouve des scientifiques. Alors si, faites pas attention à leur carrure, à leurs gros bras, tout ça, c'est des scientifiques. Ils se sont fixés pour but de créer l'être parfait selon les principes de l'objectivisme. Leur création, c'est Adam Warlock. Même si il n'est pas appelé comme ça pour l'instant. Il est lui, ou him en anglais. Le problème est que lui émet continuellement une lumière si intense que les scientifiques ne peuvent admirer le fruit de leur travail. Leur solution, kidnapper une femme nommée Alicia Masters, car elle est aveugle, donc ne sera pas gênée par la lumière, et elle est sculptrice, donc elle pourra reproduire l'apparence de lui. Ah, et c'est aussi la petite amie de Ben Grimm, la chose des 4 fantastiques, ce qui va leur retomber dessus évidemment à un moment. Lorsqu'elle s'approche de lui, il est dans son cocon. Il a peur, car il est seul. L'expérience d'Alicia avec la chose la pousse à vouloir le soutenir. Et elle l'accompagne pendant qu'il en émerge. Et le voilà, lui, un être doré, et en slip jaune, mais parce qu'il fonctionne selon les principes objectivistes, il ne pense qu'à son propre intérêt, et il ne tarde pas à éliminer les scientifiques qui l'ont créé. Enfin, c'est la façon dont les choses devaient se passer. À l'époque, ces comics étaient écrits selon la méthode Marvel. Kirby trouvait l'idée et illustrait, et derrière, Stan Lee remplissait les bulles, écrivait les dialogues, quoi. Et apparemment, Stan Lee n'a pas accroché avec tout le côté philosophique, et donc, en écrivant les dialogues, a fait des scientifiques de simples méchants en quête de domination mondiale qui se faisaient punir pour leur propre projet par lui. Histoire sympathique, mais tout le côté dans ta face Ditko était donc perdu. L'histoire se termine sur lui, partant dans l'espace pour un millénaire, le temps que l'humanité soit prête pour lui. Il réapparaît 2 ans plus tard. Mathématiques et comics. Oui, ce qui se passe, c'est que pendant qu'il vogue tranquillement dans l'espace, il est happé par une expérience menée par The Watcher. Celui-ci étudie des météorites dans l'espace et lui est pris dans une sorte de piège gravitationnel à objets stellaires. Lui s'enferme à nouveau dans son cocon pour se protéger et le Watcher, qui se rend compte de son erreur, le renvoie sur Terre. C'est donc dans un numéro de Thor qu'il réapparaît, toujours par Lee et Kirby. Mais cette fois, lui est redevenu cette représentation de l'objectivisme voulu par Kirby. Lorsqu'il sort de son cocon, il se sent seul. Donc il fait ce que tout être doré en slip jaune ayant passé 2 ans dans l'espace ferait, il kidnappe la première fille qu'il voit. Évidemment, ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Lady Sif, la petite amie de Thor. Il ne fait clairement pas bon être la petite amie d'un super-héros dans l'univers de Marvel. Évidemment, va s'en suivre un combat entre Thor et lui, avec de superbes dessins d'ailleurs de Kirby. En plein milieu du combat, lui est fatigué, et reforme donc son cocon avant de repartir, tranquille, voguer dans l'infinité du cosmos. Et oui, il va réapparaître 2 ans plus tard, et ça va devenir encore plus bizarre. Entre en scène Roy Thomas. Il fait partie de cette première génération de super fans de Marvel qui ont enfin l'occasion d'y travailler. On peut trouver beaucoup de ces lettres dans les pages lecteurs des Fantastic Four numéro 5 et pendant toutes les années 60. Il écrit en fanzine, a envoyé une lettre à Stan Lee pour lui dire à quel point il le trouve incroyable et bien sûr envoie des scripts à Marvel.
Script que Stan Lee n'a jamais lu, d'ailleurs. Mais il l'a embauché, semble-t-il, parce qu'il le trouvait sympa. Et 2 ans après sa dernière lettre de lecteur fan de Marvel, Roy Thomas se retrouve aux manettes de The Avengers. Et quelques années plus tard, quand Stan Lee quitte New York pour se rendre à Los Angeles pour s'occuper de la division film et animation, il fait de Roy l'éditeur en chef. En plus d'être ce type sympa que tout le monde apprécie, Roy est le spécialiste Marvel, celui que tout le monde va voir pour poser des questions sur la continuité, et ça se voit dans son travail de scénariste à la manière dont il va chercher des vilains ou des points d'intrigue de vieux numéros à partir desquels il construit des choses nouvelles. Vient son travail sur Adam Warlock. Il va se servir de ce personnage pour raconter une histoire plus personnelle que ce que l'on a l'habitude de voir dans les comics de super-héros. L'histoire commence avec le maître de l'évolution, qui à ce moment est un vilain très secondaire qui est apparu dans Thor quelques années plus tôt, et dont le gimmick jusque-là se résume à créer des animaux anthropomorphes appelés Newman pour le plus grand plaisir des Furies. Il se trouve dans sa station spatiale quand il tombe sur le cocon de lui traversant l'espace. On se demande s'il tombe pas un peu amoureux à ce moment-là d'ailleurs quand on lit les bulles de ce qu'il raconte. Les deux se mettent à discuter. Le maître de l'évolution se livre sur ses doutes, ses regrets. Il décide qu'il va arrêter de faire le mal. Mais il a une petite dernière idée quand même. Il va créer une copie de la Terre, à l'opposé de son orbite, là où personne ne la remarquera, recréer l'humanité pour la peupler, mais privée du concept de violence. Après tout, il n'y a aucune chance que ça tourne mal, évidemment. Et donc il commence son projet parfait, et voilà qu'il s'endort façon Abraham Simpson. Et là, pendant que le maître de l'évolution fait sa sieste, un de ses Furies se rend sur Counter-Earth, le nom de cette planète, et y introduit tout ce qui devait en être absent, dont la violence, l'instinct de guerre. Et donc cela en fait devient la Terre 616, mais à la différence qu'il n'y a pas de super-héros. Alors là, faisons une pause, car il se peut que vous perceviez quelques éléments bibliques. Il faut savoir que Roy Thomas a été élevé dans une famille luthérienne et a été scolarisé dans des écoles luthériennes. Dans les années 70, il avait adoré Jésus-Christ Superstar et il voulait raconter cette histoire en version comics. Et oui, Stan Lee est parti en Californie, il va donc essayer de faire passer en douce une parabole religieuse dans un comics de Marvel. Selon Roy Thomas lui-même, son but n'était pas de le faire trop lourdement, il comptait à ce que cela reste subtil. Revenons à l'histoire. Donc, après ces 7 jours à créer Counter-Earth, le maître de l'évolution se réveille de sa sieste pour se rendre compte que ce monde a été corrompu par un homme bête. Il décide donc d'envoyer son fils, son meilleur ami, venu de l'espace, sur Counter-Earth, pour remettre les choses à leur place. Avant de l'envoyer, il est quand même temps de remédier au fait que lui n'a pas de nom. Et il l'appelle donc Warlock. Il l'appelle Warlock. Warlock se décide enfin à porter quelques vêtements. Il était temps. D'ailleurs, son costume, au départ, est inspiré de Fawcett Comics et de leur personnage Captain Marvel, d'où l'éclair. Après être arrivé sur la planète, il va rencontrer une bande d'adolescents. Ils sont ennuyés, car contrairement à eux, il n'a pas de prénom. Donc il l'appelle Adam. Subtilité. Pendant ce temps-là, dans sa station spatiale, le maître de l'évolution a des regrets et s'apprête à faire exploser Counter-Earth. Mais lui et Adam ont une longue conversation et il accepte de ne pas le faire. C'est à ce moment que les Furies réapparaissent et font des ravages. Cela donne donc Adam versus The Hounds of Hell, Yos. Subtilité. Malheureusement, quelques numéros plus tard, Roy Thomas, qui avait trop de responsabilités, a dû passer la main à d'autres scénaristes et la série s'est transformée en Adam versus le Fury de la semaine. Dans le dernier numéro, il est révélé que le président des États-Unis de Counter-Earth est en fait un homme bête et il s'apprête à s'affronter avec Adam et un encart nous apprend que la série est annulée. Mais Roy Thomas ne va pas laisser tomber comme ça. Et étant l'éditeur en chef, 2 ans plus tard, oui, toujours 2 ans plus tard, Adam Warlock réapparaît dans Hulk. Logique. Hulk, encore une fois, a été envoyé dans l'espace, et après un passage chez les Inhumains, ceux-ci, pour s'en débarrasser, l'envoient sur Counter-Earth, qu'ils ont découvert peu de temps auparavant. Une fois là-bas, surprise, Hulk est toujours grave vénère. Il est super colère, vraiment. Hulk smash, du coup il smash des trucs, au point où il va lui aussi être capturé, et va en arriver à ce qu'Adam Warlock
se libère, rencontre Hulk. Donc Adam Warlock en réalité avait été enfermé par l'homme bête après leur combat. Donc les lecteurs à l'époque qui tranquillement voulaient lire leur numéro de Hulk se retrouvent avec le Jésus de l'espace. Et donc avant d'aller affronter l'homme bête, ils décident de dîner. Tous du même côté de la table. Subtilité. Man Beast et ses hommes surgissent à ce moment, et après un combat, Adam Warlock est capturé et attaché sur un lit. Condamné à mort, il succombe, et son corps s'enferme encore une fois dans son cocon. Hulk et les apôtres, je veux dire ses alliés, emmènent le cocon dans une grotte et assistent à la résurrection d'Adam Warlock. Il revient, il vainc le Man Beast, fait un super discours et se barre à nouveau dans l'espace, cette fois prêt à disparaître pour des siècles, voire des millénaires. Non, en fait, il revient un an plus tard. Mais cette fois, ça va être encore plus barré. Alors Roy Thomas, c'est le côté hippie des 70s. Arrive Jim Starlin, alors lui c'est plutôt le côté ex-pilote d'hélicoptère au Vietnam et gros bras armés pour protéger des transactions de business illégaux. 2 salles, 2 ambiances. À la base, Starlin apportait des petites modifications sur des planches quand nécessaire. C'est le boulot qu'il avait chez Marvel. Mais quand l'artiste sur Iron Man, à ce moment-là, est tombé malade, eh ben on lui laisse une chance pour un filler. Et donc il se retrouve au dessin et à l'écriture du numéro 55 de The Invincible Iron Man. Alors, bon, c'est un filler, du coup, il en profite pour créer Thanos. Oui, le mec, il remplace. Il se dit, bon bah tiens, je vais créer Thanos. Et puis il crée aussi Drax, d'ailleurs, Drax le Destructeur dans le même numéro. Première case, Drax est créé. Tant qu'à faire. Starlin, c'est un passionné du cosmique. Il va ensuite s'occuper de Captain Marvel. Alors on parle de lui, pas d'elle. Jusqu'à ce qu'il se retire parce qu'il n'aimait pas la façon dont ses illustrations étaient ancrées. Ce qui devient une habitude avec Starlin qui se barre et revient régulièrement. C'est un artiste têtu qui rentre souvent en conflit avec le côté business de ce médium qui est le comic book. Quelques années plus tard, il accepte de revenir, mais quelqu'un d'autre s'occupe de Captain Marvel. Donc il choisit lui-même qu'il veut bosser sur Adam Warlock. Mais Starlin est clairement moins intéressé par Jésus que son prédécesseur Roy Thomas. Starlin a été élevé dans une famille catholique et a été dans une école catholique. Mais il n'en est pas sorti avec une impression très positive du tout, voire même carrément négative. Dans son premier arc, on voit Adam Warlock faire face à l'église de la vérité universelle dont les membres se font passer pour des religieux mais sont en réalité des meurtriers de masse qui vénèrent une tête géante qui flotte. Non, pas celle-là. Voilà, celle-là. Appelée Magus. Subtilité. On reparlera de Magus un peu plus tard. Déjà, faut savoir que cette série est hyper inventive. Les pages sont splendides. Jim Starlin se fait clairement plaisir au point où un numéro entier est dédié à quel point Jim Starlin déteste Marvel. Si, il y a un numéro, c'est juste Starlin qui montre à quel point il déteste Marvel. Dans une métaphore à peine dissimulée, il représente la compagnie par une bande de clowns, dirigée par Stan Lee en mission pour supprimer toute pensée individuelle pendant qu'ils construisent littéralement une montagne d'ordures. Le clown représentant Stan Lee se plaint que parfois, au milieu de toutes ces ordures, un joyau parvient à passer à travers leur filtre. Les autres clowns font ce qu'on leur ordonne. Mais Adam Warlock rencontre un clown qui a tenté de s'élever contre le système et est puni pour ça. Ce clown, c'est Roy Thomas. Alors regardez, c'est Roy Thomas, c'est clairement Roy Thomas. Et oui, malgré leur vue très différente sur la religion et l'approche à donner au personnage, Starlin a beaucoup de respect pour ce qu'a tenté de construire Thomas, d'apporter des histoires intéressantes et personnelles au sein de Marvel. Starlin a souvent parlé d'à quel point Kirby et Ditko avaient été de grandes influences pour lui. Mais il parle moins souvent de son autre grande influence. Parmi les indices, l'histoire se passe à 420 années-lumière de la Terre. 420, il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est le code très connu qui représente la marijuana. Mais on a aussi le témoignage de Steve Englehart qui a révélé « Nous nous déchaînions dans la ville de New York. Un soir,
Un groupe d'entre nous, dont Jim Starlin, est sorti en ville. Nous avons fait la fête toute la journée, puis nous avons repris de l'acide avant de parcourir la ville jusqu'à l'aube et de voir toutes sortes de choses étonnantes. Et donc c'est là qu'on va en revenir à Magus, dont on parlait tout à l'heure, cette tête flottante vénérée par cette église. Il s'avère qu'il n'est autre qu'Adam Warlock du futur, après qu'il soit devenu un vilain et ait découvert le disco, semble-t-il, vu sa coiffure. C'est une version totalement opposée à celle de Thomas, où au lieu d'être ce sauveur messianique, l'ascension de Warlock vers le statut de Dieu provoque en fait d'indicibles souffrances et des millions de morts à travers la galaxie. Joie. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais pour résumer, Thanos a un plan pour stopper Magus. Ça échoue, et la dernière solution, c'est pour Warlock d'aller dans le futur et d'éliminer une version future de lui, mais avant qu'il ne devienne Magus. Alors pourquoi juste il se suicide pas lui-même, me posez pas la question, j'en sais rien. C'est une histoire qui est assez dark. Warlock va donc rencontrer une version future de lui, brisée, qu'il supplie de le tuer. La dame du présent accepte et le désintègre avec le rayon de la gemme de l'âme qu'il a sur le front. Mais la série continue après ça. On revient au présent, on suit les aventures d'Adam, mais lui comme nous savons que dans quelques mois, il sera cet homme brisé et défait, suppliant de mourir. On retrouve cette forme de désespoir et de futilité propre à l'ère post-Vietnam. Puis arrive le dernier numéro car Jim Starlin a encore décidé de se barrer de chez Marvel. Comme d'hab. Mais quelques mois plus tard, il reviendra et finira son histoire dans 2 annuals d'autres comics. Dans Avengers, les personnages que Jim aime arrivent littéralement par la fenêtre du manoir des Avengers. Mais vraiment, ils arrivent par la fenêtre. Et traînent les Avengers présents avec eux dans un combat contre Thanos. Il parvient à tuer Gamora et pipe le troll. Adam parvient à vaincre Thanos, mais il est désespéré et brisé par tout ce qui vient de se passer. Et oui, c'est à ce moment-là que, sans pouvoir agir, Captain Marvel est témoin du Adam du passé qui vient mettre fin au jour du Adam du présent. Et c'est la fin. Adam Warlock est mort. Et il venait d'avoir 10 ans. C'est une histoire qui est assez triste, comme elle doit l'être. Et si Starlin a pu la raconter, c'est clairement parce que avant lui, il y a eu des gens comme Kirby et comme Roy Thomas qui ont ouvert la voie. Et donc voilà. C'est ce que je voulais vous raconter du coup sur les origines d'Adam Warlock. Vraiment, j'ai trouvé pas mal de ces informations, entre autres, dans une vidéo américaine. Et après, j'ai fait des recherches de mon côté, j'ai lu tous les numéros en question, et je trouvais vraiment toute cette phase, ces 3 phases, du coup, de l'existence d'Adam Warlock, super intéressantes. Et donc, vous avez pu voir, en plus, que pas mal d'éléments rejoignent, en plus, ce qu'on va voir, c'est-à-dire le lien avec le maître de l'évolution, avec cette Counter-Earth, cette terre cachée de la Terre. Et donc je trouvais ça vraiment intéressant effectivement de vraiment cibler sur cette période-là de l'histoire de son personnage. En tout cas, si ça vous a plu, écoutez, n'hésitez pas en tout cas à liker, ça aide toujours énormément. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, les partages aident énormément à faire connaître une chaîne, bien évidemment, il n'y a pas mieux que votre aide à vous, tout simplement. Puis voilà, dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse, et si c'est le cas, moi c'est avec plaisir que j'en ferai d'autres, parce que j'adore me plonger dans ces vieux comics justement pour faire des recherches, donc voilà, ça sera avec grand plaisir. En tout cas sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.